Merci à vous d'être présents dans ce moment. Il fait beau. On n'a pas forcément, j'imagine, envie d'être enfermé, encore que de nos jours, on ne puisse plus parler innocemment de la pluie et du beau temps, et que à chaque fois que ça vous fait la même chose, à chaque fois que je vois à quel point il fait doux, au lieu d'être simplement adouci moi-même, en fait, je suis un tout petit peu aussi inquiet, sans savoir si j'ai tout à fait raison de l'être, et donc ça m'inquiète encore plus. Ça m'inquiète à la puissance inquiétude. Et c'est ça dont je vais parler aujourd'hui. C'est de cette manière d'appréhender le temps qui passe, le temps qu'il fait, le temps dans lequel nous sommes. Et je voudrais d'abord donc remercier mes collègues de m'avoir invité à présenter quelque chose dans ce dispositif, effectivement multidisciplinaire, qui m'a beaucoup intéressé quand je l'ai découvert. Et je suis d'autant plus heureux d'être ici que, comme cela a été dit, je ne suis ni géographe, ni économiste, ni urbaniste, ni architecte, ni responsable d'une collectivité publique, territoriale ou autre, ni décideur public d'aucune sorte. Enfin, je n'ai comme titre, n'est-ce pas, que de savoir que je ne sais rien, autrement dit d'être philosophe. Et je suppose que ma présence ici tient d'autant plus du miracle. C'est une raison pour moi de me réjouir. Donc je veux d'abord remercier Philippe Petit, homonyme effectivement de mon co-auteur du livre La philosophie qui se fait, qui a pris l'initiative, je crois, de cette invitation, ainsi que mes collègues, effectivement, qui ont organisé, validé, soutenu et quel enthousiasme, vous l'avez entendu, cette invitation, donc à François Andrieux, bien sûr, Marc Quignon, Victoria Sacheté, et je voudrais ne pas oublier M. Patrick Philippe qui s'est occupé de moi. Alors pourquoi donc un philosophe dans un dispositif? Qu'est-ce que je peux espérer offrir à la fois au public étudiant, au public de collègues et au public général en termes d'outils intellectuels, effectivement, et probablement de boîtes à lexique, sur cette question qui me semble, en tout cas, concerner ce dispositif, qui est celle des transformations que vont devoir mettre en œuvre les métropoles, ou les espaces métropolitains, ou les processus urbains, on pourrait dire, dans les années ou dans les décennies à venir. Bien, je crois que ce qu'un philosophe peut faire, et je suis ici conseil de mon maître en philosophie, qui est Gilles Deleuze. Je crois que ce que le philosophe peut faire, ce n'est pas d'apporter des solutions, en général il est assez mauvais, mais c'est d'aggraver les problèmes. Et Deleuze avait cette image de l'idiot de Dostoïevski. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre merveilleux, effectivement, et dans ce livre, donc, il y a un personnage, c'est le prince Mychkine, dit l'idiot, qui, au milieu de situations exaltées, dramatiques, des situations à proprement parler d'urgence, où les uns vont se suicider, les autres vont se ruiner, d'autres vont commettre des assassinats, enfin c'est une catastrophe généralisée, et au milieu de cet énorme chaos, ce personnage reste en quelque sorte immobile, et Deleuze dit, parce qu'il s'interroge, non pas pour trouver des solutions au problème, mais en se demandant, mais quel est le problème? Quel est le problème? Et Deleuze dit, philosophe, c'est un peu comme l'idiot, c'est celui qui insiste pour savoir, mais quel est le problème au milieu des situations où les gens sont manifestement les plus agités. Or, ça correspond assez bien au temps dans lequel nous sommes, qui est un temps effectivement d'urgence. On parle d'urgence écologique, par exemple, et on parle d'accélération, on parle de processus catastrophique, voire cataclysmique, voire apocalyptique à l'horizon, et j'y reviendrai à juste titre. Et dans ce contexte, eh bien, ce que je veux essayer de faire, c'est justement essayer de compliquer le problème. De compliquer le problème, précisément en essayant disons, déguiser ce qui se cache de particulièrement aporétique, de particulièrement difficile, sous le terme de transition. Puisqu'on voit bien qu'il y a là un mot d'ordre,
qui est celui de la transition. Il faut faire une transition. Il y a des transitions, enfin il y a la transition. On n'a presque plus besoin de dire que la transition, c'est la transition écologique. Elle a l'air d'être tout à fait générique et globale. Et pourtant, il me semble que si on veut comprendre quelle est la proposition qui est faite sous le nom de transition, eh bien, il faut d'abord, disons, prendre la mesure de la difficulté du problème auquel ce mot d'ordre est censé nous inviter à répondre. La philosophie peut faire ça dans la mesure où, en tout cas c'est comme ça que je la conçois, elle est une entreprise au fond qui consiste à mesurer des événements. Pour moi la philosophie n'est pas à voir avec le fait de dégager des principes universels, intemporels ou éternels, grâce auxquels on pourrait juger les choses en dernière instance, mais plutôt c'est un exercice pour essayer de reconstruire des évidences, les cadres intellectuels les plus élémentaires qui sont les nôtres, ce que nous croyons bien connaître, ce que ça veut dire être une chose, ce que ça veut dire avoir un esprit, ce que ça veut dire être vivant, ce que ça veut dire être ici, ce que ça veut dire être maintenant, enfin, des choses tout à fait élémentaires. Donc de reconstruire ces évidences en les laissant être ébranlées par des événements. Donc, ce qui m'intéresse ici, dans le mot transition, c'est effectivement l'idée sur laquelle il y a un événement. Il y a un événement qui nous invite à faire quelque chose et à le faire vite, si possible à le faire bien. Mais je crois que la question de la nature de l'événement dans lequel nous nous trouvons et qui nous pousse à cette transition n'est pas complètement claire. Et ce que je voudrais donc proposer dans cette petite présentation, c'est la manière dont je vois cet événement et je vois l'enjeu qu'il y a derrière ce qu'on appelle transition, en m'inspirant, bien sûr, vous l'avez compris, de l'œuvre, des travaux, des réflexions de finalement personne que je peux bien appeler mon maître, à savoir Bruno Latour, qui, comme vous le savez probablement, a disparu l'année dernière, en octobre. Et c'est en le suivant, d'une certaine manière, que je vais essayer donc de caractériser cet événement dont nous sommes les contemporains. Et vous verrez que c'est un événement qui a comme caractéristique de mettre à l'épreuve ce que ça veut dire être contemporain. C'est un événement qui a cette capacité de mettre en crise effectivement des catégories très élémentaires qui sont les catégories de l'espace et du temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire être maintenant et qu'est-ce que ça veut dire être ici? Et si je suis Latour, c'est parce que, effectivement, au fond, c'est Latour qui a suggéré d'appeler ce moment présent dans lequel nous nous trouvons, enfin de caractériser ce moment présent dans lequel nous nous trouvons, et l'enjeu qu'il y a derrière la transition, comme étant celui de faire revenir sur Terre nos modes d'existence, que lui-même a caractérisé comme modernes. Donc, en gros, le problème serait que notre manière d'occuper l'espace terrestre n'est pas insérée dans la Terre. Elle est bien sur l'espace terrestre, mais elle n'est pas terrestre. Les modernes sont des êtres déterrestrialisés, c'est-à-dire qui vivent sur Terre comme s'ils n'étaient pas à Terre. On pourrait dire à Terre, en faisant une sorte d'écho entre deux expressions, l'une qui vient du philosophe nazi Martin Heidegger, être au monde, dans une relation à, un philosophe qui a beaucoup inspiré beaucoup de gens, mais notamment dans le domaine de l'architecture, Heidegger a été très influent. Bon, donc il y a cette idée, si vous voulez, d'être au monde, c'est-à-dire d'être jeté dans le monde, qui est très présent dans la philosophie de Heidegger et dans l'existentialisme. Et je pense que plutôt que de parler d'être au monde, il faudrait parler d'être à terre, et bien entendu en entendant aussi le mot à terre au sens de écraser sur la terre, ne pouvant pas décoller en quelque sorte de la terre. Donc le problème, c'est de faire revenir sur Terre des modes d'occupation terrestre qui ne sont pas terrestrialisés. Donc de reterrestrialiser des modes d'occupation terrestre déterrestrialisés.
Donc je vais essayer d'expliquer comment je comprends cette proposition dans un premier temps. Donc, ce que ça voudrait dire penser la transition, ce qu'on appelle entre guillemets la transition, comme reterrestrialisation, retour sur Terre. D'où le titre que j'avais proposé pour cette petite présentation, Objectif Terre. C'est pas la Lune, c'est la Terre. Donc ce qui se joue dans la transition, c'est faire revenir sur Terre. C'est pas du tout évident, hein. On pourrait voir les choses tout à fait autrement. Donc caractériser les enjeux des transitions où nous sommes contemporains, qui sont soutenus par le moderne, par le mot d'ordre, justement, il faut accomplir une transition. Mais caractériser comme faire revenir sur Terre, c'est vraiment une manière très particulière de présenter les choses, et je pense qu'elle est juste, et je vais essayer de dire pourquoi je pense que c'est une bonne manière d'appréhender ces questions. Et puis dans un deuxième temps, je vais dire, bon, je vais essayer de dire quelles sont les manières dont on pourrait le faire, et je ne veux pas parler là des objectifs ou des états idéaux auxquels nous devrions arriver, ni même des mécanismes par lesquels nous pourrions accomplir ça, mais justement plutôt des manières dont on peut se rendre sensible au problème. En fait. Parce que je crois pouvoir soutenir que en fait, cette expérience de la condition terrestre, cette difficulté avec notre condition terrestre, eh bien précisément on manque de moyens pour la sentir. C'est une dimension là esthétique, au sens où l'esthétique vient du grec, n'est-ce pas, aisthésis, qui veut dire sensation. Là on a des problèmes de dispositifs de sensibilité à notre propre existence terrestre en réalité. Je vais essayer d'expliquer comment je vois ce problème et comment je pense qu'on pourrait commencer à le poser. Voilà, donc deux temps. Un premier temps, on pourrait dire, donc pour recaractériser la transition dans les termes de atterrir. Voilà ce que veut dire en fait accomplir cette transition, c'est atterrir, revenir sur Terre, plus exactement venir à Terre. Et dans un deuxième temps, comment percevoir cette condition terrestre, comment la mettre en œuvre. Au fond, le premier temps est un temps qui porte sur le moment présent. On pourrait dire, c'est la question à laquelle il répond, c'est quand sommes-nous ? Nous sommes au moment, nous sommes en ce temps où la question de notre être à terre se pose. Et la deuxième question, c'est où sommes-nous ? Où sommes-nous sur Terre, ici à Lille par exemple ? Où sommes-nous ? Et qu'est-ce que ça veut donc dire, en fait, faire revenir sur Terre, par exemple, une métropole lilloise, mais bien d'autres entités qui nous intéresseraient. Voilà le programme. Alors, sans plus attendre, on se lance dans le premier temps, donc essayer de comprendre cette notion de transition en lui proposant de la traduire comme reterrestrialisation ou atterrissage. Alors ce mot de transition, je l'ai dit, au fond semble désigner la texture du présent. Nous serions aujourd'hui, la nature de notre aujourd'hui serait entre deux temps, serait un temps de transition où on passerait d'un temps d'avant à un temps d'après, et entre les deux il y aurait justement ce processus de transition. Donc, accomplir ou ne pas accomplir la transition, telle serait la question. Vous voyez bien que cette transition est la transition, comme on dit que c'est un article défini, comme si on savait ce qu'elle était, et surtout comme si elle était la même pour tout le monde, pour tous les pays, pour tous les secteurs, pour toutes les entités, il y aurait donc une transition. Et je pense que c'est pas faux ça, mais simplement c'est pas facile de comprendre en quel sens il y en a une, enfin en quel sens on a le même problème. En tout cas, on n'en a qu'un seul. On a un problème en commun. Ce n'était pas forcément le même, mais en tout cas, on a un problème en commun. Et vous verrez que l'histoire de Terre permet de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on a en commun, quoi ? Pourquoi est-ce que nous, toutes et tous un peu concernés par un problème qui, certes, probablement va devoir être construit différemment par les uns, les unes, les autres, mais qui quand même est commun. Ça va être un peu. Mais en général, donc, cette notion donc, de transition est utilisée de manière aujourd'hui presque anonyme. Enfin, on ne sait plus d'où vient en fait ce terme de transition. Et il a été, je ne vais pas faire une histoire du terme, peu importe, mais enfin, il a été en tout cas critiqué pour plusieurs raisons. Je vais rappeler rapidement, telles que je les vois, à vrai dire, parce que
Je n'ai pas trouvé de texte particulièrement qui ferait le point, si vous en avez, ça m'intéresse, hein, qui ferait le point sur toutes les critiques possibles qu'on peut faire au lexique de la transition, au mot transition. En tout cas, je vois au moins six raisons de résister un peu à ce terme de transition. Le premier, c'est que ce terme est continuiste. Donc il semble favoriser une vision continuiste des changements historiques des systèmes bio-socio-terrestres. Et de ce point de vue-là, évidemment, il met de côté peut-être des aspects de rupture, de discontinuité. Une transition, ça semble être graduel, par opposition bien sûr au mot révolution, qui a caractérisé au contraire le régime de temporalité et d'urgence du présent de la période précisément dont il s'agit de sortir avec la transition. On va l'appeler la période moderne. Les modernes étaient pleins de révolutions. Aujourd'hui, on parle de transition énergétique, jadis, on parlait de révolution énergétique, de révolution numérique, de révolution agricole, de révolution industrielle, etc. etc. Aujourd'hui, ces transitions, évidemment, c'est pas pour rien que ce mot a changé, ça indique quelque chose comme un changement de la perception du temps. Et qui est problématique, peut-être. C'est-à-dire que les aspects disons, l'articulation de la continuité et de la discontinuité semblent faire problème ici. Si transition ne peut pas forcément dire réforme, enfin ça veut dire transition graduelle. Donc la première raison pour laquelle on peut douter, c'est que c'est un modèle continuiste du temps. Le deuxième, c'est que c'est un modèle linéaire du temps, dans la mesure où on a l'impression qu'une transition, ça consiste à continuer à avancer sur la même ligne, en passant d'un état auquel on est arrivé vers un autre état auquel on doit aboutir par l'intermédiaire d'une série d'étapes, mais de manière linéaire. Par opposition à deux autres mots qu'on peut entendre dans l'époque actuelle, par exemple le mot bifurcation. Alors on voit bien que la bifurcation, c'est pas comme la transition, parce qu'il y a une fourche. Il y a deux branches, donc il y en a une se divise en deux, comme disait le président Mao. C'est une formule, la dialectique du président Mao. Un se divise en deux, donc la bifurcation, c'est un se divise en deux, et vous avez le choix. Dans la transition, on a l'impression qu'on a le choix qu'entre faire la transition ou ne pas faire la transition. Dans la bifurcation, on voit qu'en réalité, il y a une trajectoire, et puis il y en a une autre, mais c'est deux trajectoires. Il n'y en a pas une qui est stable et l'autre qui est en train d'avancer. Il y a deux évolutions, deux dynamiques différentes qui se divisent, et il y a un choix avec une dimension en quelque sorte herculéenne. C'était Hercule qui avait le choix entre le côté de la vertu et le côté du vice, c'est ça la bifurcation. Donc en fait, nous serions dans ce temps où précisément le temps se divise, et que vous avez le choix, vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'histoire, que le mot transition, eh bien, d'une certaine manière, atténue. Un autre mot qu'on utilise à la place du mot transition, c'est le mot de redirection. Et on voit bien que c'est la même idée, c'est la même critique du modèle linéaire. Pourquoi? Parce que redirection, ça veut dire justement qu'on revient au point de départ, quelque part, et on repart dans un autre sens. Donc c'est pas la même chose que bifurcation, mais il y a bien cette idée de il y a bien cette idée, disons, de ne pas se trouver dans un modèle linéaire du temps. On rebrousse et on redirige. On réoriente. Donc la deuxième critique, je dirais, c'est sur le caractère linéaire du mot transition. La troisième, c'est la critique du caractère, on pourrait dire, consensuel, ou acritique en tout cas, de ce mot de transition. Et là, on le voit bien par opposition aux deux mots que je viens de dire, bifurcation ou redirection, ont une dimension nettement critique, qui consiste à dire qu'il y a une erreur, d'une certaine manière. Si on dit redirection, c'est-à-dire qu'il y a une erreur dans la direction dans laquelle nous nous trouvons. Il faut en changer. Ce n'est pas simplement que on peut aller plus loin. Vous voyez, dans la transition, on peut aller plus loin. On est arrivé à un certain point, puis on peut continuer. C'est une transition. Donc on est, ça n'implique pas forcément une division des temps, une polémique interne à la figure du temps. Donc il y a quelque chose dans la transition qui n'implique pas nécessairement un bilan de ce qui a été fait. Dans le mot, hein, en réalité, quand les gens le font souvent, mais pas toujours, pas toujours. Et on verra que c'est assez compatible avec des modèles évolutionnistes en réalité. Qui consiste à penser qu'au fond, bon, c'était pas mal ce qu'on a fait, mais c'est pas assez bien, il y a des dangers, puis on peut aller un peu plus loin, et pour ça, il faut faire la transition. Bien, donc c'est la troisième critique, c'est celle du caractère consensuel. La quatrième critique, on pourrait dire, c'est celle du caractère dépolitisant ou apolémique. C'est-à-dire
qui néglige la dimension, cette fois-ci, du conflit. Ce n'est pas la même chose que la critique, parce que transition, on a l'impression que c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, concerne tout le monde en même temps. Donc c'est tout le monde qui doit accomplir la transition, c'est la même pour tout le monde. Alors qu'on peut penser au contraire que ce qui est en jeu ici, ce n'est pas une transition, c'est un conflit où il faut pas tout le monde qui doit aller d'un état A à un état B, et il faut en fait couper cette totalité que nous sommes et enlever certaines branches, retirer certains morceaux. Il y aura des perdants, il y a des gens dont on ne veut plus, il y a des gens au contraire qu'on voudrait voir venir. Bref, ce n'est pas nous tels que nous sommes maintenant qui devons changer. On peut couper, casser, ajouter, etc. Ce n'est pas tout à fait la même chose que changer. La transition suppose qu'on reste que l'entité est la même, mais qu'elle se modifie. Donc là, en l'occurrence, on pense qu'il peut peut-être casser, diviser, couper, séparer, etc. Cinquième critique de ce mot de transition, c'est qu'il a une connotation, je dirais, déterministe. Une transformation collective, enfin, il semble désigner une transformation collective de nos manières de vivre, avec un aspect systémique, qui renvoie à ce que je viens de dire, peut-être une notion un peu dépolitisante, qui partant d'un état connu, qui est l'état présent, doit aller vers un autre état futur, mais lui aussi connu. C'est ça le problème de la transition, c'est qu'on va d'un état à un autre, mais les deux, d'une certaine manière, sont connus. Ce qui est inconnu, c'est comment et si on va y arriver. La notion de transition, disons, ne maintient pas la dimension de radicale incertitude de ce qu'il s'agit de faire. On peut très bien penser que nous sommes dans une impasse, une dimension aporétique, mais ça n'implique pas forcément qu'il y a un coup après, et encore moins qu'on le connaisse. Donc la transition, de ce point de vue-là, effectivement, elle referme un peu l'imagination quant au but, en concentrant toute notre attention sur les moyens, et je crois que c'est un peu son objectif aussi, de mobiliser sur les moyens. C'est pas sûr que ça marche si bien que ça. Parce que depuis quelques années qu'on parle de transition, je ne suis pas sûr qu'au fond, ça aide au processus que c'est censé viser. Enfin, je dirais qu'il y a une dernière objection, une sixième objection en termes de transition, qui est que, comme j'ai dit, une transition, c'est le passage graduel d'un état A à un état B à travers un certain nombre d'étapes intermédiaires qui ne valent pas par elles-mêmes, ces étapes. Et donc ça suppose qu'on va d'un état stable à un autre état stable, et que ce qui est en mouvement, c'est ce qui est entre les deux. Or, on pourrait objecter que précisément, ce dont il s'agit de sortir, l'état dont il s'agit de sortir, est un état qui lui-même se définissait par le fait d'être en mouvement par opposition à un état stable. Je veux dire par là, ce dont il s'agit de sortir, c'est une certaine idée de la transformation des sociétés sous l'effet de la modernisation, par opposition à la tradition. Donc, si la transition, ça consiste à sortir de ça, eh bien, ça veut dire effectivement qu'on doit changer le modèle de transformation du temps, ici. Et pas le garder le même, en disant, ben voilà, maintenant il faut faire une étape de plus. Si vous voulez, au fond, mobiliser, c'est une opération que tous les pouvoirs des sociétés modernes cherchent à faire tout le temps. Donc là, la transition est une nouvelle figure de la mobilisation. Il n'est pas sûr que ce soit la meilleure manière d'aborder en fait, ce qui se joue ici, qui est peut-être au contraire de démobiliser, de changer l'idée selon laquelle notre être au présent doit être un être de projection vers l'avenir. Peut-être que c'est un mode de présence au temps différent. Donc ce que je veux dire ici, c'est qu'au fond, derrière cette notion de transition, se cache une question qui est celle du changement de la forme du temps. Au fond, ce qui nous arrive, l'événement dont nous sommes les contemporains, est un événement qui n'arrive pas simplement dans le temps, mais qui arrive aussi au temps. C'est le modèle de temps historique, peut-être, qui est en cause ici, dans cette notion de transition. Alors le mot de transition est intéressant évidemment parce qu'il s'oppose en tout cas il résonne avec d'autres mots qui présentent comme ça des manières de se temporaliser collectivement, dont notamment surtout celui de progrès. Donc, la transition suppose une transformation. Et là j'avais commencé à repérer un certain nombre de termes justement qui correspondraient à ces alternatives en quelque sorte. Alors je vous l'ai dit, puis on ne va pas... Mais enfin,
Pourquoi changer, au fond? Et je vois plusieurs raisons possibles, mais bon, disons rapidement. On peut changer parce qu'on entrevoit un avenir possible, mais non certain, qui serait meilleur. Dans ce cas-là, on est dans un processus d'amélioration, à travers un idéal. On peut changer parce qu'on n'a pas le choix, et qu'on doit s'adapter à un environnement qui devient néfaste. On parlera à ce moment-là plutôt d'adaptation. Ou on peut changer parce qu'on n'a pas le choix, mais pour des raisons internes, parce qu'on a des forces internes qui nous poussent à changer. On parlera dans ce cas-là d'évolution. Bon, à quel régime de changement la transition appartient-elle? Ben, c'est pas très clair en fait. Elle appartient un peu à tout ça à la fois. Probablement, dans le vocabulaire le plus, enfin, dans l'acception la plus courante du mot transition, c'est plutôt une adaptation. On ne peut pas ne pas faire cette transition, sinon on risque des soucis. Mais enfin, on pense au réchauffement climatique, par exemple, l'adaptation n'est qu'un des aspects. Donc c'est une question qui reste là. Bien, alors voilà, maintenant que j'ai dit que le mot transition était un peu compliqué, qu'est-ce qui, à mon avis, peut préciser en quelque sorte ce terme? Comment est-ce qu'on peut caractériser l'enjeu ou le contenu de cette transformation que la transition est censée nous permettre d'accomplir, et pour quelles raisons? Alors, comme je vous l'ai dit, je crois qu'on ne peut pas faire mieux que de dire qu'il s'agit de revenir sur Terre. Il s'agit de faire revenir sur Terre nos modes d'existence. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, faire revenir sur Terre nos modes d'existence, et pourquoi est-ce que, je pense, comment caractériser ce retour sur Terre? Alors, là encore, la raison pour laquelle je voudrais défendre cette manière de définir la transition tient aussi à ce que j'ai l'impression que dans la présentation qu'on en donne habituellement, et encore une fois dans le mot d'ordre, la transition est présentée comme un mot d'ordre, je dirais, de nature technocratique. Donc on a un certain nombre de problèmes techniques, et j'ose dire, je veux dire, il va faire trop chaud dans les villes, il va y avoir des îlots de chaleur, il va y avoir une augmentation de la mortalité, il va y avoir peut-être plus de pandémies, il y a des problèmes, une série de problèmes, et ces problèmes appellent des réponses en termes de gestion et de bonne gouvernance. Ce que j'appelle donc un point de vue, on va dire, technocratique. Donc ça suppose des solutions à la fois technologiques, organisationnelles, politiques, économiques, tout ce que vous voulez, mais tout ça reste un point de vue technocratique. Or, il me semble qu'un point de vue exclusivement technocratique a le défaut de ne pas faire rêver suffisamment. Et c'est un problème parce que, en fait, ce qu'il s'agit de faire s'oppose précisément à un rêve, en fait, qui est le rêve moderne. La modernité fait rêver, et a fait rêver. Alors, en architecture, et dans le domaine de l'urbanisme, on le sait, enfin, le modernisme, d'une certaine manière, c'est l'esthétisation des processus de modernisation économique, technologique, etc. par ailleurs. Mais bon, la modernité, elle vend du rêve. et elle vend du rêve, je veux dire par là, l'humanité, elle présente les choses comme ça. L'humanité a toujours voulu voler, c'est le complexe d'Icare, si vous voulez. Ah, c'est super, les technologies modernes vous permettent de voler, en inventant des avions. L'humanité a toujours voulu être délivrée de la faim, ce que dit le discours moderne, c'est pas ce que je pense. Je ne crois pas du tout que ce genre d'universel ait le moindre sens, mais bon. Eh bien nous avons trouvé, grâce à la révolution agricole, des moyens d'augmenter significativement le rendement pour faire disparaître la famine dans le monde, etc. Donc la modernité, au fond, fait rêver. C'est sa nature, en fait. Il n'y a pas d'autre définition, en réalité, à la modernité, que d'être un rêve, en fait, ou une manière de faire rêver et de prétendre répondre à ses rêves. Donc, répondre à un rêve uniquement avec des labels du genre NF Habitat HQE, par exemple, ça risque de ne pas marcher complètement. Il faut répondre à un rêve par un autre rêve, en fait. Et un rêve, en l'occurrence, en matière, disons, collective,
Eh bien, ça pourrait être un récit. Un récit. Proposer un récit alternatif, un grand récit, comme on dit. Un récit, je dirais, de nature cosmique, qui dit simplement, c'est pas juste qu'on a des problèmes et qu'il va falloir bidouiller des solutions pour régler nos problèmes, c'est qu'on a quelque chose à gagner de formidable à travers cette expérience. Et qu'est-ce qu'on a à gagner de formidable? Eh bien, moi, je propose la chose suivante. Je pense que ce qu'on a à gagner, c'est une meilleure compréhension d'une vérité profonde de notre existence, qui est précisément notre condition terrestre. Je pense que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, peut-être même pour la première fois dans l'histoire de cette planète, et pour autant qu'on sache du coup de l'univers, eh bien, un terrestre a la possibilité de faire l'expérience de sa propre condition terrestre. Et je vais m'expliquer sur ça. Donc, l'idée, c'est qu'on a l'occasion, si vous voulez, de découvrir une vérité. À travers cette état de transition, en réalité, il s'agit d'une révélation. Vous savez que le mot apocalypse veut dire en grec révélation, donc peut-être une dimension apocalyptique dans ce sens-là, hein, dans le sens aussi d'une manière de, peut-être, enfin, de sentir que nous sommes effectivement terrestres, même si jusqu'à présent nous n'avions pas de raison de le sentir. Et nous pouvons aujourd'hui peut-être commencer à pratiquer en fait notre condition terrestre, notre être terrestre, notre condition d'entité terrestre. Alors qu'est-ce que je veux dire par cette condition terrestre? Comme quoi nous avons pour la première fois la possibilité de faire l'épreuve de notre condition terrestre. Bien, la Terre, ça n'est pas uniquement, disons, la planète qui tourne autour du Soleil, l'entité qui existait pour Copernic, et ça n'est pas non plus uniquement le sol qui est sous nos pas, que nous voyons, que nous percevons. La Terre, c'est là que les réflexions de Bruno Latour, dans un livre qui s'appelle Face à Gaïa, et le commentaire qu'il propose des travaux de James Lovelock, savant anglais, et de Lynn Margulis, microbiologiste états-unienne, qui ont produit ce concept de Gaïa, c'est là que le commentaire de Latour m'est particulièrement utile. Car qu'est-ce que c'est que Gaïa, finalement? Gaïa, c'est un ensemble de cycles biogéochimiques imbriqués les uns dans les autres, sans que ça fasse nécessairement un système complet. Il y a des relations d'imbrication, de complémentarité, de circulation entre ces différents cycles. Donc des cycles à travers lesquels les occupants de cette planète agissent sur l'ensemble des autres terrestres et réagissent. Donc c'est une relation en quelque sorte circulaire ou d'interaction entre des occupants et l'espace qu'ils occupent. Gaïa, c'est l'entité qui réagit à nos actions, à l'action des terrestres. Le point central ici, comme vous le savez probablement, donc je passe assez vite, mais le point central ici, c'est que l'habitabilité de la Terre n'est pas une donnée astronomique. Certes, il y a des zones d'habitabilité qui dépendent de la proximité du Soleil, du degré en fait, d'exposition à la lumière, enfin bref, un certain nombre de choses. Mais l'habitabilité comme telle est un résultat historique, contingent, dû à, en l'occurrence, eh bien, des êtres unicellulaires qui ont climatisé la Terre, qui ont transformé cette planète en une planète habitable par d'autres vivants, de telle sorte que l'habitabilité de la planète est à la fois une condition et un effet de la vie. Et même, on peut aller plus loin, on peut appeler vie des entités qui ont cette fonction de modifier les systèmes planétaires de telle sorte à favoriser leur propre reproduction. Peu importe la structure chimique de ces entités. Nous, on ne connaît que des entités qui sont faites à partir de chaînes carbonées, etc. Mais, on va dire, si vous aimez la science-fiction, je vous invite à imaginer des vies basées sur tout à fait autre chose. Je ne sais pas, moi, d'électricité, enfin, j'en sais rien. L'important, c'est que ces entités soient capables d'interagir
avec les systèmes planétaires de telle sorte à favoriser leur propre reproduction. Donc c'est cette relation de couplage entre les occupants et leur espace, raison pour laquelle je disais les espaces aussi sont des acteurs. Donc Gaïa, c'est pour ça que son nom propre lui convient pas si mal. Gaïa, c'est vrai, réagit. La Terre, elle est un effet de l'action d'un certain nombre de terrestres, et en même temps, elle agit sur ces terrestres. Et ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, c'est exactement ça, c'est une réaction de ces systèmes terrestres à l'action d'un des terrestres, enfin, plus exactement d'un très grand nombre de terrestres, mais qui ont l'air de fonctionner un peu ensemble, et qu'on peut appeler justement des modernes. Alors, les raisons pour lesquelles on a besoin de quelque chose comme une transition, et que cette transition concerne la Terre, c'est justement parce que, bon, peut-être vous savez que le mot transition a été construit au départ par un chercheur britannique, et notamment qui s'était intéressé à la question du pic pétrolier. Donc souvent, en fait, on présente les choses en termes de limites de ressources, comme si nous n'avons pas assez de ressources, par exemple des ressources fossiles, pour disons, poursuivre le type d'activité par lesquelles nous occupons la Terre. Mais justement, c'est précisément pas le problème. C'est-à-dire que si on brûlait l'intégralité des ressources fossiles qui se trouvent sur les sous-sols de cette planète, ce serait encore pire, n'est-ce pas? Parce que nous émettrions tellement de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que la réaction des systèmes terrestres serait bien pire, d'une certaine manière, que la simple difficulté que nous avons à continuer notre activité. Donc la Terre n'est pas du tout un réservoir passif, c'est un agent actif qui répond à nos actions. De la même manière, le mot qu'on utilise pour désigner cette entité qui est censée mettre en action Gaïa est problématique. Alors, vous savez qu'on a parlé d'anthropocène pour désigner cette époque dans laquelle nous nous trouvons, ce moment qui exige la transition. Donc nous aurions un nom pour ce moment, ce temps présent, c'est anthropocène. Si tu es à l'anthropocène, il faut que tu fasses ta transition. Bon, vous savez que ce mot a été critiqué pour un certain nombre de raisons, bon, notamment le fait que le anthropos en question semble désigner l'intégralité des êtres humains, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus spécifique, tous les mots de eurocène, anglocène, capitalocène, plantationocène, enfin vous en avez plein. Mais ce qui me paraît plus intéressant, c'est de voir en fait que ce mot d'anthropocène caractérise certes, d'une certaine manière, l'effet, enfin, l'effet de la Terre, enfin l'effet sur la Terre d'un agent terrestre, hein, c'est tout à fait correct, l'anthropocène désigne bien l'effet sur la Terre d'un agent terrestre, mais il ne permet pas de saisir les raisons pour lesquelles il y a urgence, au fond. Pourquoi c'est un problème de vivre dans l'anthropocène? Et c'est là où d'autres termes viennent en concurrence et sont peut-être plus intéressants. Et pour aller vite, pour ma part, je pense que la meilleure manière de parler du temps présent, c'est de désigner ce qui nous arrive comme une grande contraction planétaire. C'est-à-dire un resserrement, précisément, de l'espace qui nous sépare des réactions des systèmes terrestres. Pendant des décennies, mais aussi, on va dire, des siècles, des millénaires, même des dizaines de milliers d'années, les êtres humains, en tout cas, et les autres terrestres aussi, ont pu, en tout cas les êtres humains, dans une temporalité qui est évaluable par l'histoire, c'est-à-dire par la documentation, ou éventuellement par la mémoire très longue, c'est-à-dire par les mythes. Donc dans ce temps, les êtres humains ont agi évidemment très fortement sur leurs environnements locaux. Ils ont probablement aussi agi sur les systèmes planétaires globaux, ils ont transformé probablement le climat
de la planète tout entière, mais ils avaient encore de la marge. C'est-à-dire, ils l'ont fait, en gros, ils pouvaient par exemple émettre dans l'atmosphère suffisamment de gaz, enfin, ils avaient assez d'espace, on va dire, pour émettre dans l'atmosphère des gaz à effet de serre sans que ça suscite des réactions comme celles auxquelles désormais nous sommes confrontés. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est un resserrement, ou plus exactement un rapprochement de ce que les gens du Stockholm Institute ont appelé les limites planétaires. Au fond, c'est ça qui arrive. Ce qui arrive, c'est que nous nous rapprochons de ces limites planétaires. Que désignent ces limites planétaires précisément? Elles désignent des seuils à partir desquels les dynamiques justement des systèmes dont je parlais, systèmes biogéochimiques, vont être altérés, vont changer de nature, ce ne sont pas les mêmes dynamiques, au point que d'ailleurs la prévisibilité devient problématique. Donc, ce que désignent ces limites planétaires, c'est ça, d'où l'expression qui était utilisée pour désigner ce qu'il y a entre nous et ces limites planétaires, qui est l'expression de Safe Operating Space. Donc c'est bien un espace, c'est un espace paramétrique, c'est un espace abstrait si vous voulez, mais c'est quand même un espace. C'est un espace entre l'état où nous sommes maintenant et un certain nombre de paramètres, de quantités, disons, correspondant à un certain nombre de paramètres, à partir desquels on peut estimer qu'il y a une discontinuité des régimes d'évolution, un changement de temps, un changement de dynamique. Donc je crois que c'est une bonne manière de caractériser ce qui est en question ici, ce qui est en jeu en vérité, c'est que les modes d'occupation terrestre qui sont les nôtres sont indifférents à ces limites planétaires. Et du coup, l'enjeu de la transition est très simple, si on a bien compris comme ça. L'enjeu de la transition est de rendre ces modes d'occupation terrestre au minimum sensibles à ces limites planétaires dont ils se rapprochent, c'est-à-dire, au fond, à leur propre réalité terrestre. Car, ici, il faut bien comprendre que nous sommes donc, à chaque fois désormais que nous émettons un peu de carbone, quand bien même, comme on me le rappelle quand je viens en train de Paris et que j'arrive à Lille, on m'explique que j'ai pris le moyen de transport plus décarboné. Certes, mais enfin, il y a quand même du carbone. Et nous sommes à un tel niveau, en quelque sorte, de proximité dans l'espace resserré qui nous sépare des limites planétaires, qu'au fond, la moindre quantité de carbone émise dans l'atmosphère compte. En fait. Donc la vraie question qui nous est posée ici, c'est de savoir, si vous voulez, quel agent terrestre nous sommes. Le fait est que, quoi que nous fassions désormais, nous terraformons la Terre. Nous modifions les équilibres, l'équilibre métastable, enfin les dynamiques, nous modifions les dynamiques des systèmes terrestres. Ici et maintenant, à n'importe quel endroit, et quoi que nous fassions. D'accord ? Donc, ce n'est pas la peine d'être total pour modifier les équilibres. Tout le monde le fait. La question est de savoir justement comment en fait, on va le faire, et avec qui, et contre qui. Peut-être contre Total, justement. Autrement dit, la question est de savoir quelle terre on veut. C'est comme ça que je crois qu'il faut poser le problème. Le problème aujourd'hui n'est pas, si vous voulez, de terraformer ou ne pas terraformer la Terre. Nous terraformons la Terre. C'est déjà le cas. La question est de savoir quelle Terre. Si on veut une Terre, effectivement, en fonction de, par exemple, on va prendre le paramètre de la température globale, une Terre à 2 degrés, si on a de la chance, ou une Terre à 3,5 ou 4 ou 6 degrés, ou si on veut, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, précisément pour la Terre? Donc c'est là où je crois qu'on manque, en fait, on manque de données, on manque d'indicateurs qui nous permettent de comprendre quel agent terrestre on est. On manque d'indicateurs de terraformation. On ne sait pas, que ce soit comme consommateur quand on achète des yaourts au supermarché, ou comme personne qui travaille, par exemple, quand on est une exploitante agricole, ou comme responsable d'administration territoriale, par exemple, dans une métropole, au fond, on sait en gros, mais on ne sait pas bien en détail quelle terre on est en train de fabriquer en faisant quoi. Donc je trouve que ce qui manque, en fait, c'est ce que j'appellerais des reflets terrestres.
de notre propre activité. C'est se voir dans le visage de la Terre, c'est voir quelle image de nous-mêmes la Terre nous renvoie. Aujourd'hui, si on veut faire des sciences sociales, il faut non seulement, disons, étudier des choses qui étudient les sciences sociales traditionnellement, mais il faut aussi demander à la Terre, au processus, encore une fois, de terraformation, qui nous sommes. Si on veut savoir qui nous sommes, il faut savoir quel agent terrestre nous sommes. C'est ça qui va nous donner une description correcte de nos systèmes socio-économiques. Alors cette question, évidemment, elle concerne tout particulièrement Alors je vais m'arrêter comme ça, je pense que je laisserai la suite éventuellement pour la discussion. Donc voilà ce que veut dire au fond revenir sur Terre. Revenir sur Terre veut dire bien sûr d'abord modifier nos modes d'occupation terrestre de telle sorte que nous restions à l'intérieur du Safe Operating Space. Ça peut être une première définition, une définition restrictive de ce que veut dire revenir sur Terre, mais je dirais moins de manière plus démocratique. Revenir sur Terre, ça veut dire être capable d'avoir une idée précise, une sensation précise de ce qu'on fait, de la manière dont on se projette, dont on projette une Terre par ce qu'on fait. Exactement. Et si on veut une Terre à 6 degrés, ok, d'accord. Mais au moins, il faudrait quand même le savoir. Et donc la transition aujourd'hui, je crois, si on veut qu'elle soit une transition démocratique, il faut qu'elle donne les outils au maximum d'acteurs, que ce soit individuels ou collectifs, aux différentes échelles où nous nous trouvons. Parce qu'on n'est pas toujours les mêmes entités, c'est pas juste moi, comme individu, Patrice Manublier, qui suis un agent de terraformation. C'est mon université, c'est ma ville, c'est voilà, plein de choses. Bon, et on a besoin d'avoir, encore une fois, des indicateurs de terraformation, des reflets terrestres pour ces différentes activités ou entités. C'est à cette condition-là, donc, qu'on pourra revenir sur Terre. Même si ça veut dire une Terre affreuse, éventuellement. Au moins, on est sur cette Terre-là, pas sur des choses qu'on ne connaît pas. Alors, je voudrais, donc je pense qu'il a là un défi. Alors, je suis engagé avec des collègues, géographes, agronomes, philosophes, sociologues, etc., dans un projet qui s'appelle les Champs de Gaïa, avec mon collègue géographe de Nanterre, Alexis Gonin, où nous cherchons à ce qu'on appelle gaïo-localiser, donc localiser sur la Terre, mais la Terre entendue au sens de Gaïa, les exploitations agricoles. Et j'avais été frappé, on faisait des entretiens qualitatifs, je fais de la philosophie de terrain, vous voyez, de la philosophie empirique, et j'ai été frappé dans une discussion avec un exploitant agricole, parce que nous arrivons, bien entendu, on ne dit pas exactement ce qu'on veut voir, et donc on disait, parce que c'est le biais qu'on avait choisi, on s'intéresse au mode de fertilisation azoté, la manière dont on distribue des intrants chimiques, et on s'intéresse à l'agriculture conventionnelle, justement parce que c'est un peu là qu'il s'agit de savoir comment ramener sur Terre ce genre de choses. Et puis bon, et on lui dit quand même, oui, dans le contexte du bouleversement climatique et justement des enjeux de transition. D'un agriculteur conventionnel plutôt sympathique, c'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence c'était très sympathique. Et là il dit, ah, vous faites le rapport entre fertilisation azotée et réchauffement climatique. Alors c'était le début de l'entretien, moi j'étais un peu estomaqué. Bah, évidemment qu'on fait le rapport, c'est-à-dire que si vous n'y connaissez rien à la fertilisation azotée, je comprends que vous posiez la question, mais un agriculteur, il sait que la fertilisation azotée, enfin que l'azote, c'est un très gros émetteur de gaz à effet de serre, ça demande beaucoup de gaz, précisément de gaz naturel, et il le sait d'autant plus que maintenant, en ce moment, il le paye très très cher, parce qu'en fait, ça vient d'Ukraine et de Russie. Donc il devrait le savoir. Eh bien, vous voyez, ce qui m'a tout à fait fasciné, c'est qu'il déconne. Il le sait, puisque à la fin de l'entretien, je ne sais pas si à la fin de l'entretien, au début, vous nous avez dit, vous êtes étonné que nous fassions le lien. Mais évidemment, le lien est naturel, puisqu'on a besoin de gaz pour faire de l'azote, et puis que vous savez par ailleurs que ça en émet, etc. Il dit, ah oui, bien sûr. Donc il sait, mais il ne fait pas le lien. Donc,
la question qui m'intéresse, c'est comment on peut donc faire revenir une exploitation agricole sur terre. Ça veut aussi dire faire venir la terre dans cette exploitation agricole. Autrement dit, créer des liens sensibles pour que cette personne puisse réagir à la terre qu'elle est en train de fabriquer, précisément. Et trouver des indicateurs corrects, pour ça, c'est très compliqué. L'empreinte carbone, évidemment, est un outil qui a plein de problèmes, mais qui néanmoins est très intéressant. Et là, on a besoin d'une épistémologie, d'une réflexion vraiment philosophique sur la nature de ces indicateurs, comme on en a sur le PIB, sur la plupart des indicateurs, quoi. On a des réflexions épistémologiques, mais finalement sur la monnaie, etc. Mais on n'en a pas sur l'empreinte carbone, par exemple, ou sur les analyses en termes de cycle de vie. Il y a très peu de choses, en fait, sur tout ça. Et donc ce que je crois, c'est que si on veut, disons, contribuer à cette fameuse transition, peut-être une des choses les plus utiles que nous pouvons faire, c'est de donner ces indicateurs, de construire ces indicateurs, de telle sorte à ce que les acteurs, les actrices puissent réagir à leur action sur la Terre, réagir à la Terre qu'ils projettent. Nous sommes sur des trajectoires terrestres, mais d'une certaine manière, nous ne le sentons pas, même si nous le savons parfois abstraitement, mais nous ne le sentons pas, et il faut précisément le sentir. Et c'est ça, revenir sur Terre, c'est créer un lien beaucoup plus dense, beaucoup plus étroit, beaucoup plus étranglé, presque j'ai envie de dire, avec la Terre et les variations. Je termine donc avec la question des métropoles. Alors, je vous ai annoncé qu'il y avait la question quand sommes-nous? J'ai dit, nous sommes à l'époque de la grande contraction planétaire, et puis ensuite, je vous ai dit, la question sera où sommes-nous? Vous voyez pourquoi? Parce que la question, c'est de savoir où nous sommes sur Terre, de nous géolocaliser ou de nous Gaïa-localiser. Alors, vous pourriez dire, on est à Lille. Si je pose la question où sommes-nous, on est à Lille. Bon, Lille, c'est un nom propre. Ça peut être déterminé spatialement de plein de manières. Et si je dis ainsi, c'est oui, mais c'est où Lille sur la Terre? Vous pouvez me donner un degré de latitude et de longitude. Et c'est pas ça que je demande. Ce que je veux savoir, c'est où est l'île sur Gaïa. Et qu'est-ce que ça veut dire, savoir où est l'île sur Gaïa? Ça veut dire justement quelle projection terrestre la métropole lilloise envoie dans l'avenir. Quelle est la Terre sur laquelle se trouve la métropole lilloise? Par exemple, une Terre à combien de degrés? Et ça, évidemment qu'on a plein d'outils pour l'évaluer, etc. Mais au fond, voilà, ces outils ne sont pas très raffinés, ils ne sont pas très populaires. Et c'est ça que je souhaite, en fait, en tout cas. C'est ça, je crois, dont nous avons besoin. Alors vous pourriez me dire, oui, mais on les a. Et une objection légitime serait de dire, oui, mais en fait, on sait déjà ce qu'il faut faire. Vous savez comment il faut transformer les villes pour précisément réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ou pour améliorer leur contribution à la biodiversité, ou pour diminuer la transformation, l'introduction de nouveaux matériaux, etc. Bref, sur les différents paramètres des différentes limites planétaires. C'est vrai que je pense qu'on sait déjà pas mal de choses. Mais précisément, si on a un problème aujourd'hui avec la transition, c'est pas qu'on ne connaît pas l'objectif. Il y a plein de gens qui sont capables de nous dire voilà de quoi devrait ressembler le monde dans 50 ans. Je ne sais pas dans quelle mesure ils y croient, ou dans quelle mesure ils pensent que c'est une image, ou qu'est-ce que ça veut dire en fait de faire ça exactement, je ne suis pas sûr de le savoir. Mais ce qui me semble en tout cas plus problématique, c'est que au fond on sait, mais ce qu'on sait surtout, c'est que ça ne suffit pas de savoir. On a un problème d'action, en fait, d'action politique. Et je pense qu'une des manières, en gros, qu'un des enjeux actuels, c'est plutôt justement la mobilisation de tous les acteurs. C'est une question politique, en fait, aujourd'hui, la question de la transition. Et que pour ça, de la même manière qu'on n'a pas pu construire des sociétés modernisées sans avoir des institutions publiques comme des États, en fait, qui avaient des capteurs très précis, qui mettaient au point
des capteurs très précis pour ce qui les intéressait. De la même manière, nous avons besoin de mettre au point ces capteurs et de les distribuer. La transition, ce n'est ni quelque chose que feront les pouvoirs publics à la place des gens, ni quelque chose que les gens feront à la place des pouvoirs publics. C'est quelque chose que se fera de manière diagonale. Et plus nous sentirons la terre sur laquelle, de fait, là, chacun, et c'est pas la même, j'insiste, c'est pas la même terre, plus nous sentirons sur quelle terre nous sommes, plus nous serons à même de savoir avec qui nous voulons faire alliance, avec qui, au contraire, nous ne pouvons pas faire alliance. Et plus nous serons capables de construire des alliances politiques pour faire pression ou sur les pouvoirs publics, ou sur les sociétés, voire sur les âmes et les consciences. Car s'il y a bien une chose sûre, c'est que cette transition est quelque chose qu'on ne fera de toute manière pas seul, et donc qui ne se fera qu'à travers des collectifs. Donc ce dont on a besoin, c'est d'outils pour se rassembler sur les terres que nous souhaitons et contre les terres que nous ne voulons pas. Voilà ma petite proposition. Et je vous remercie.